Alors, nous sommes toujours le 21 octobre, il est toujours, on approche de minuit, et je voudrais parler de linguistique, et notamment des emprunts linguistiques, qui est une de mes passions. Et si j'ai beaucoup parlé des emprunts de l'anglais au français, on pourrait aussi largement parler des emprunts de l'allemand au français. Je disais tout à l'heure dans une autre vidéo que le manifeste du Parti communiste était truffé littéralement de mots français. C'était de façon incroyable. Je ne sais pas si ces mots sont toujours utilisés 150 ans après. Je pense que oui. Je pense qu'un lecteur allemand normal peut lire le manifeste du Parti communiste dans sa version originale sans avoir besoin de traduction. Malgré les efforts de certains dirigeants, notamment à l'époque nazie, de défranciser la langue allemande, je ne sais pas si ça a eu beaucoup d'effets. En tout cas, pas des effets durables, probablement. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Et on voit à quel point la langue française est une langue dominante. Ça aussi, c'est refoulé quelque part. Les langues dominantes pour l'Allemagne, les langues dominantes pour l'Angleterre, et elle est aussi une langue dominante à différents degrés pour la Russie, pour parler des trois grandes puissances du nord de l'Europe. Et on pourrait aussi parler des Hollandais, du flamand, des Polonais, ou des Turcs. Bon, et même des Israéliens d'ailleurs, parce que finalement l'hébreu moderne aujourd'hui est truffé aussi de mots d'origine latine, sinon française. Et ce que je voudrais montrer, d'abord, c'est de quelle façon les mots empruntés au français sont-ils maintenus dans leur forme originelle, ou est-ce qu'ils subissent un changement ou un traitement? Alors, on sait qu'en allemand, par exemple, les verbes français en ER deviennent iren, donc ils sont prolongés, marschieren, limitieren, ce qui donne, par exemple, limitiert, pour dire limiter. C'est un peu lourd quand même. Donc, il semble que la conjugaison des verbes français en allemand se fait sur la base de l'infinitif français. Donc, on prend limité, et au lieu de. Et ce R du limité, qui ne se prononce d'ailleurs pas dans un certain nombre de cas en français, devient, en quelque sorte, le radical, devient un complément du radical. Un complément, c'est-à-dire, s'ajoute au radical. Donc, limitieren devient l'infinitif allemand, et donc le passé deviendra limitiert. Et ça, c'est tout à fait. On retrouve le même syndrome avec l'anglais, qui, quand il emprunte des verbes notamment, pas uniquement, quand il emprunte des verbes au français, eh bien, souvent, il les rallonge. Il les rallonge non pas au nom de je ne sais quel génie germanique, mais au nom d'une certaine. On pourrait parler de certaine sérendipité, qui est un mot que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il invente un nouveau français. On peut dire ça comme ça. Souvent, il respecte le mot tel qu'il est, mais parfois, il invente des choses assez étranges, comme par exemple accumulate pour accumuler, parce que ça vient du substantif accumulation. Et il y a comme ça toute une série de verbes anglais en ate, A-T-E, avec un T qui n'existe absolument pas dans le verbe français, mais qui existe dans la forme suffixale. Comme d'ailleurs on a vu par le T à beau pour dire beauté. Le T en français joue un rôle morphologique, suffixal. Il ne fait pas partie du radical, ni pour le verbe, ni pour d'ailleurs l'adjectif en l'occurrence. Sainteté,
se tait et se rajoute, mais ne fait pas partie de l'adjectif. Et je donne ces exemples comme parmi d'autres. Il y a aussi des cas intéressants. Il y a par exemple les verbes anglais qui sont en ish, comme finish, qui sont là. Pourquoi cet ajout? Bon, les gens vont dire, mais pourquoi les Anglais ont-ils ajouté ish à la fin de finir? Tout simplement parce que le participe présent en français est finissant. Et donc finissant, ils vont construire le verbe à partir du participe présent. Présent qui est une sorte d'adjectif d'ailleurs quelque part, ou de participe en tout cas. Voilà. Donc il y a tout un ensemble de formules anglaises qui sont dérivées, non pas des verbes. Il y a des verbes, les verbes aussi bien en anglais qu'en allemand sont beaucoup plus lourds qu'en français, qui est pourtant la langue d'origine de ces mots, parce qu'on est passé par le biais du substantif, du nom, etc. Et donc tout ça, ça alourdit considérablement. Ce qui fait que moi, quand on me dit que l'anglais est une langue idéale, je la trouve très très lourde, très longue, très alambiquée, à cause de cette sérendipité qui est assez sympathique quelque part, et qui aboutit notamment à ce que, par exemple, pourquoi les adjectifs français et anglais ne prennent-ils pas de formes différentes au masculin et au féminin? C'est parce qu'en français, il y a des adjectifs qui ne portent pas non plus, comme riche, noble, pauvre, etc., qui n'ont pas de forme masculine, qui se distinguent de la forme féminine, donc qui n'ont pas de marqueur de genre. Et à partir de ces quelques cas, parce qu'il y a d'autres cas où bien sûr il y a des marqueurs de genre, et bien à partir de ces quelques cas, l'anglais a décidé, pour l'ensemble de sa grammaire, y compris les mots qui ne sont pas empruntés au français, a décidé que l'adjectif serait invariable au masculin et au féminin. Et il est également invariable d'ailleurs au pluriel, parce qu'aussi en français, on a toute une série d'adjectifs qui ne changent pas au masculin, au pluriel, soit parce qu'ils se prononcent de la même manière, comme par exemple pauvre, noble, quand on entend à l'oral, ça ne se distingue pas. Et puis il y a des mots comme mystérieux, sérieux, qui en français ne sont pas marqués différemment, même au niveau de l'orthographe, même au niveau de l'écrit, pour le pluriel et pour le singulier. Il y a un autre cas intéressant, c'est les adjectifs en IVE, comme active. Pourquoi l'anglais a-t-il pris la forme féminine de active? Pourquoi est-ce qu'il a pris active et non pas active? Tout simplement parce que les adverbes en français sont conjugués à partir de l'adjectif au féminin, activement, et que vraisemblablement c'est à partir des adverbes que l'anglais a reconstitué les adjectifs. Donc si vous voulez, l'anglais a cru bon, à partir d'un emprunt X, de dériver d'autres mots. N'est-ce pas? Alors, donc à partir du substantif, il fait un verbe, à partir de l'adverbe, il fait un adjectif. Comme ça, il a toute une série pour le même prix. Et évidemment, il s'éloigne un petit peu de l'original français. Il élabore des règles qui sont en français, mais même pas vraiment en français, qui sont dans certains cas du français, et il les généralise pour l'anglais. Le cas de ED est intéressant aussi, n'est-ce pas? Les participes passés français portent la forme ED, qui est maintenant remplacée par le E accent aigu, pour les formes en ER, bien sûr. Quand c'est des formes en IR, ça n'est pas le même problème. Et ce ED a été évacué, on le retrouve un petit peu, par exemple, dans des formes archaïques comme les blés, par exemple, ça s'écrit BLEDS, etc. Et on le retrouve en espagnol, évidemment, avec le ado, comido, etc. Le D, là, marque le participe passé. Et alors, paradoxalement, en français, la forme ED a disparu, alors qu'elle a été maintenue en anglais, du fait du français, et qu'elle a remplacé par un accent aigu, alors que pour des verbes comme écrit,
et bien là, on a la forme dentale, c'est pas un D, c'est un T, qui s'est maintenue. Donc tout dépend de la conjugaison qu'on utilise. Et nous avons, alors là encore, nous avons cette forme ED, non seulement est utilisée comme pour participe, pour les verbes faibles, mais même pour le prétérit, qui n'existe pas en français. Donc là aussi, il y a des phénomènes assez de D. Et puis alors, évidemment, ça n'est pas valable uniquement pour les emprunts linguistiques au français, puisque un certain nombre de verbes anglais utilisent également le D comme want, wanted, et ou même said, I say, said, S-A-I-D, c'est aussi le D français qui est utilisé pour marquer le participe à la suite d'un verbe qui n'est pas du tout d'origine française, puisqu'il est rapproché de l'allemand sagen. Voilà, donc je récapitule comme ça ma philosophie, ma théorie de la description de l'anglais, ma conception génétique de l'anglais, qui est créatrice, au sens presque darwinien du terme. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut dire que c'est pas complètement absurde de dire que Darwin a été marqué par la langue anglaise, parce qu'effectivement, la langue anglaise est une langue qui invente des choses, parfois un peu monstrueuses, mais invente des choses, euh, et finalement arrive à des choses nouvelles de cette façon. Et cette mutation de linguistique, à mon avis, a pu inspirer Darwin dans ses travaux sur l'évolution de l'espèce humaine.